Bonjour et bienvenue dans Les Chevaux Explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie, et je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins, et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Chevaux Explorateurs. Donc la semaine dernière, on a parlé de la motivation intrinsèque. Ce qu'on a vu, c'est qu'il existe une motivation intrinsèque qui correspond aux envies du cheval, qui correspond à ce qui vient de l'intérieur du cheval et qui va se transférer dans sa motivation à faire les choses. Et cette motivation dite intrinsèque, on a vu qu'elle était définie par 4 grands besoins, donc les 3 principaux qui sont définis par la théorie de l'autodétermination, qui sont la compétence, c'est-à-dire est-ce que je me sens capable de faire quelque chose que je dois faire, que je veux faire. Il y a l'autonomie, est-ce que je me sens libre de décider de faire ce quelque chose. Et il y a l'appartenance sociale, donc est-ce que je me sens reconnu socialement de faire ce que je fais. Donc ça, c'est les 3 grands besoins de la théorie de l'autodétermination. Et le 4e qu'on peut y associer, c'est la finalité, c'est-à-dire est-ce que ce que je fais a du sens. Donc ça, c'est vraiment les 4 éléments qui vont être importants pour encourager la motivation intrinsèque. Donc du coup, la semaine dernière, on avait vu un petit peu ça, toutes ces théories, toutes ces différentes notions. Mais évidemment, la question qu'on a aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut travailler le cheval en accord avec cette motivation intrinsèque, en accord avec ses envies, ses différents besoins, ses compétences? Évidemment, vous doutez que la réponse pour moi, c'est un grand oui. Mais le truc, c'est que pour aller aborder un petit peu cette façon de travailler, ça va exiger de notre part un changement de regard. C'est-à-dire que la motivation intrinsèque, c'est celle qui vient du cheval, et c'est-à-dire c'est celle que le cheval va aller chercher de lui-même. Autrement dit, pour aller chercher de la motivation intrinsèque, il va falloir accepter de redonner le contrôle au cheval. Faut redonner le contrôle au cheval sur son corps, sur ses comportements, sur ses mouvements, et ça veut dire ne pas décider à sa place, ne pas se croire le plus capable d'aller diriger le mouvement du cheval, les comportements du cheval, mais au contraire se dire qu'on va aller agir avec le cheval. Donc ça va être vraiment cette dynamique d'aller chercher un partenariat où on va aller pouvoir encourager sa motivation intrinsèque à lui, donc prendre en compte qu'est-ce qui est sa motivation intrinsèque à lui, quelles sont ses envies à lui et comment elles ont du sens, et comment je peux les accorder avec mes envies à moi. Et ça, c'est vraiment l'idée qu'on a abordée déjà dans le premier épisode, de créer les conditions de la motivation. Non pas de créer la motivation, mais créer les conditions où cette motivation intrinsèque va pouvoir s'exprimer. Ok, mais là du coup vous allez me dire, Émilie, on fait comment? Ça serait bien d'avoir à se dire un peu comment qu'on fait pour aller chercher cette motivation intrinsèque. Et surtout, on travaille vraiment habituellement dans une motivation plutôt extrinsèque, donc avec les renforcements, les punitions, le conditionnement opérant. Et comment on fait cette transition d'un travail avec la motivation qui va être extrinsèque, venir de nous qui allons apporter des sources de renforcement, d'encouragement au cheval, de conséquences qui vont l'encourager à répéter ses comportements, à cette dynamique où le comportement va avoir du sens en lui-même pour le cheval. La première idée qui va venir, peut-être ce que vous avez eu aussi, c'est de vous dire, je peux utiliser mes outils actuels, mes outils de renforcement, positifs comme négatifs, pour encourager la motivation intrinsèque. Ça peut paraître assez logique. On a vu qu'il y avait un continuum où on avait la motivation extrinsèque qui va aller vers la motivation intrinsèque, et on se dit, je vais ajouter ma motivation, mes sources externes de motivation, de renforcement, pour aller encourager ces sources internes de renforcement, de motivation qui sont la motivation intrinsèque. Et en fait là, on va parler d'un truc assez surprenant qui s'appelle l'effet de surjustification. Parce que c'est pas si simple que ça, et que cette théorie-là, c'est peut-être pas si vrai que ça. Alors que ça nous paraît évident à la base, ça l'est pas tant que ça. Donc un petit rappel, qu'est-ce que la théorie de l'autodétermination? C'est l'idée qu'il y a un continuum de motivation, qui part d'un côté de la motivation, donc en un seul mot, c'est-à-dire la non-motivation, qui va à l'autre extrémité, à la motivation intrinsèque. Et en fait, entre les deux, on a tout ce continuum de motivation extrinsèque, qui va être plus ou moins autodéterminé. C'est-à-dire qu'il va plus ou moins avoir de la cohérence avec les sources intrinsèques de motivation du cheval. Et là où il y a le moins, en général, de cohérence avec les sources intrinsèques de motivation du cheval, là où toutes les sources de motivation sont plutôt d'origine externe, c'est quoi? C'est l'approche en conditionnement opérant. Donc tous nos renforcements et punitions sont vraiment très peu autodéterminés. C'est très externe, parce que vraiment les motivations viennent de ce que l'humain apporte en conséquence du comportement du cheval. Et donc du coup, le conditionnement opérant, c'est ce qui est le plus proche de la motivation, donc de la non-motivation, et c'est ce qui est le plus éloigné de la motivation intrinsèque. Donc on voit déjà que on a beau avoir un continuum, on a vraiment un outil qui est très très loin de la motivation intrinsèque du cheval.
Vous imaginez pas, en fait, je suis en train de faire des signes avec mes mains pour tenter de vous expliquer, même si je sais que vous verrez pas du tout. Mais voilà, je suis en train de faire plein de gestes pour essayer de vous expliquer comment ça marche, donc j'espère que vous allez comprendre mes gestes, vous allez imaginer mes gestes pour vous expliquer tout ça. Et donc en fait, là, vraiment, cette idée, c'était vous dire que le plus gros défaut du renforcement positif et négatif par rapport à cette notion-là, c'est que on est très loin de la motivation intrinsèque, donc on est très loin de la prise en compte des envies du cheval. Il y a vraiment un grand gap entre cette approche de renforcement externe et la motivation intrinsèque. Et donc la conséquence de ça, en fait, c'est qu'il y a même une opposition entre les motivations extrinsèques et intrinsèques. Ça qui est assez fou, c'est que ça a été étudié, vraiment, on n'est pas les seuls à s'être dit, oui, je vais aller mettre des renforcements sur des comportements qui pouvaient être intrinsèquement motivés pour les encourager. Donc ça a été étudié, et vachement étudié chez l'humain. Et ce qui se passe, c'est qu'il est observé qu'un renforcement peut diminuer la motivation intrinsèque. Ok, je vous la refais. Un renforcement peut diminuer la motivation intrinsèque. Insérez un petit emoji cerveau qui explose ici. Oui, ça veut bien dire que quand on veut encourager quelque chose qui a naturellement du sens pour l'individu, on peut diminuer la motivation de cet individu à faire ce quelque chose. Et on va aussi diminuer l'efficacité dans le résultat. En gros, j'ai envie d'aider mon cheval ou une personne à faire un truc qui, en plus, je me dis c'est logique, ce truc, il va avoir du sens, la personne va l'apprécier, donc moi je vais juste l'aider à faire un truc qu'elle apprécie déjà à la base. Et on constate l'effet inverse, c'est-à-dire qu'en fait elle l'apprécie de moins en moins, parce qu'elle appréciait plus ce qui avait du sens au départ. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de surjustification. Et c'est vraiment cette idée que les motivations extrinsèques et intrinsèques sont pas toujours cumulatives comme on pourrait le penser, mais qu'au contraire elles peuvent s'opposer. Et donc sur ce sujet-là, je vous recommande vraiment d'aller écouter la conférence TED de Dan Pink, qui est sur la surprenante science de la motivation, je crois. Vous avez le lien en description de l'épisode. C'est une conférence qui est en anglais mais sous-titrée en français, qui est assez courte, et c'est vraiment très clair et très bien expliqué. Ouais, vous expliquer cette idée que des choses qui ont du sens en soi, parfois, si on veut tenter de les encourager, on va finalement diminuer leur effet. Donc je vous invite vraiment à aller écouter cette conférence qui est super passionnante. Donc du coup, c'est pas le tout. Mais là, on s'est dit déjà, on a la motivation intrinsèque qui existe. On a vu que, nous, d'habitude, on utilise de la motivation extrinsèque pour encourager les comportements de nos chevaux. Et que, finalement, ces motivations extrinsèques peuvent diminuer la motivation intrinsèque de mon cheval. Donc comment je vais faire pour concilier les deux ? C'est bien, c'est bien beau, mais comment je fais ? Là, je vais vous parler un petit peu de mon approche à moi et de comment je vais aborder cette idée de concilier les motivations extrinsèques et intrinsèques. Le premier point, c'est déjà d'avoir conscience qu'il y a de la motivation intrinsèque et que le cheval peut avoir envie de faire des choses. Et donc, dans mon travail, d'aller laisser la place à l'expression de ces sources de motivation. Et notamment, je vais aller encourager l'autonomie, donc la prise de décision du cheval, de choix de faire les choses, et la compétence, c'est-à-dire vraiment le fait qu'il se sente capable de faire les exercices. Donc d'aller lui proposer des choses qui vont être en cohérence avec ses capacités, voire qui vont lui donner l'impression de développer ses capacités, donc un petit peu de défi et de challenge, pour aller vraiment laisser cet espace où il peut trouver sa motivation intrinsèque. Et aussi, dans les choix d'exercices que je vais lui proposer, je vais aller encourager l'expression de ces comportements qui peuvent être plus autodéterminés. Même si, évidemment, dans ma façon de renforcer, je vais rester sur une motivation plutôt extrinsèque, puisque je vais garder des renforcements, mais je vais quand même aller chercher des choses qui vont être cohérentes avec cette autodétermination. Un autre point important, c'est tout simplement de faire des demandes qui ont du sens pour le cheval. Donc vraiment quelque chose ça m'a demandé du sens. Pas que l'exercice ait un sens complexe pour moi, mais que la demande ait vraiment du sens pour le cheval ici et maintenant. Qu'est-ce que j'attends de lui ? Et ça, c'est vraiment une nuance importante. C'est pas parce que moi je donne un sens à l'exercice que mon cheval va percevoir ce sens de l'exercice. Donc vraiment toujours penser, donner une finalité à l'exercice qui fasse sens pour le cheval et pas seulement pour l'humain. Et ça, ça va être un petit peu cohérent, des finalités en cohérence avec ses besoins autodéterminés. Autonomie, compétence, appartenance sociale. Et le dernier point, super important pour moi, c'est d'utiliser le renforcement positif. Et en fait, c'est là que je vais vraiment vous expliquer pourquoi ce choix que j'ai fait d'utiliser principalement, très très majoritairement le renforcement positif. C'est cette cohérence, cette possibilité d'aller chercher la motivation intrinsèque. Donc déjà, le premier point, c'est que le renforcement positif va encourager le cheval à être acteur, à être force de proposition. C'est-à-dire qu'on va lui laisser l'espace d'exprimer ses envies à lui, de donner ses idées à lui, de chercher des choses nouvelles. L'approche au renforcement positif, elle apprend vraiment au cheval à aller chercher, à se dire « ouais, je peux essayer de trouver des choses, et mes choses à moi, pas seulement ce que l'humain attend de moi ».
Donc ça, c'est vraiment l'autre point important. C'est le renforcement positif, ça crée des espaces de choix. Ça crée des espaces où il y a plusieurs possibilités. Et ces différentes possibilités pourraient avoir autant de valeur les unes que les autres. Donc je pourrais cliquer ces différentes possibilités que va proposer le cheval, et du coup on va vraiment pouvoir aller encourager ces propositions. Et les propositions du cheval, elles viennent de quoi? Elles viennent de sa motivation intrinsèque, elles viennent des choses qui ont du sens pour lui. Et à l'inverse, quand on utilise une pression physique, on va vraiment guider le cheval vers une solution qui est souvent la solution unique qui est choisie par l'humain. Et donc il y a dans ce renforcement négatif, peut vraiment y avoir le fait qu'on va être plus contraint dans ce qu'on va le laisser attendre comme solution, trouver comme solution. Donc on laisse moins de place sur les espaces de choix et les espaces de possibilités. On peut avoir dans certains contextes un intérêt à aller chercher cette approche-là, mais quand on veut chercher la motivation intrinsèque, c'est beaucoup plus complexe. Et en fait, l'idée qu'il y a derrière tout ça, c'est un petit peu de sortir de ce qu'on appelle le micro-shaping, c'est-à-dire l'apprentissage par micro-étapes. Le travail d'apprentissage par renforcement, c'est vraiment cette idée-là, qu'on va aller décomposer les comportements et lui apprendre étape par étape ce qu'on attend de lui. Et quand on fait ça, cette décomposition-là, on est vraiment dans une approche où on va guider le cheval vers une solution qu'on a construite nous. Et dans cet espace-là, il n'y a pas cet espace de recherche de solutions et de recherche de solutions qui sont adaptées au cheval et qui sont celles du cheval. Donc, aller chercher la motivation intrinsèque, c'est aussi sortir de cette approche en pur micro-shaping, c'est-à-dire en décomposition des comportements. Donc ça, c'est vraiment les premiers points, les premiers avantages du renforcement positif. Donc vraiment encourager le cheval acteur, sortir du micro-shaping et avoir beaucoup plus de possibilités de solutions qui seront valides. Et la deuxième partie, c'est comment on change ce renforcement positif pour aller vers plus de motivation intrinsèque. En fait, on va aider le cheval à changer son rapport au clic. Et on va même nous changer notre rapport au clic. Le clic qui est au départ une validation d'un comportement et une invitation à le répéter, on va petit à petit aller vers une dynamique où ça va être plutôt ce qu'on appelle un feedback. Cette idée que c'est notre façon de dire au cheval « Oui, bravo, ça c'est trop bien ce que tu viens de faire, vas-y, j'adore !» Et en lui disant ça, j'adore, en lui communiquant notre plaisir à voir exprimer sa motivation intrinsèque, là, on va pas aller briser sa motivation intrinsèque. Dans ce type de renforcement-là, où c'est vraiment un feedback, et non pas une validation, une contrainte un petit peu à dire « c'est exactement ça que je veux », mais une valorisation de ce qu'il a proposé, ça, c'est vraiment une des façons où le renforcement positif va aller encourager la motivation intrinsèque. Et donc du coup, c'est vraiment pour ça, moi je trouve la force du renforcement positif du clicker training, c'est que on peut changer la façon dont on va l'utiliser, et on va sortir du renforcement positif, de l'approche pur renforcement, pur conditionnement opérant du renforcement positif. Et on va changer un petit peu notre utilisation du clic petit à petit. Donc pour résumer un petit peu toutes les notions qu'on vient de voir là, le premier point, c'est que la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque peuvent s'opposer. C'est ce qu'on appelle l'effet surjustification. Autrement dit que d'utiliser des renforcements externes, ça peut diminuer la motivation intérieure de mon cheval à faire les choses. Donc il faut faire attention à comment on va les utiliser. Et la solution que je vous propose à ça, c'est l'utilisation du renforcement positif, avec un changement de rapport à ce renforcement positif, avec l'idée vraiment qu'on veut en faire un outil de feedback. Parce que donc le renforcement positif, c'est vraiment un outil qui va faciliter l'accès à la motivation intrinsèque, en facilitant l'expression des comportements autodéterminés du cheval. L'expression des comportements qui viennent de lui-même. Mais ne pas oublier que ce n'est pas parce que ça permet d'aller là-bas que ça va être systématiquement le faire. Donc il faut vraiment se poser la question de comment je vais utiliser mon renforcement positif pour aller chercher la motivation intrinsèque. Et si jamais vous avez envie d'aller plus loin, d'essayer de comprendre un peu mieux comment on peut faire ça, comment on peut conjuguer les choses, comment on peut aller vraiment inclure la motivation intrinsèque dans le travail du cheval, et comment on peut aussi donner du sens à nos demandes pour encore une fois encourager la motivation intrinsèque du cheval, je vous invite à aller regarder mon pack de webinaires qui s'appelle le pack motivation, où c'est vraiment ces sujets-là dans lesquels je vais en détailler, donc vous avez plus de 2 heures de vidéo sur le sujet. En plus c'est en vidéo, donc c'est vachement plus clair pour comprendre la motivation, la théorie de l'autodétermination que mes gestes que vous ne voyez pas en podcast. Et donc ça vous permettra vraiment de comprendre ces différentes notions et d'avoir une idée de comment vous allez pouvoir les transcrire dans le travail de votre cheval. Donc c'est pareil, toujours, le lien est en description de l'épisode, et je vous invite vraiment à aller regarder ça si vous avez envie d'aller plus loin sur ce sujet-là. Et enfin, n'oubliez pas, comment on fait pour avoir de la motivation intrinsèque, c'est aussi de penser à savourer ces moments où vous allez en avoir. Où vous allez vous dire, ouais là c'est mon cheval qui est en train de me montrer ses envies. Et du coup, de profiter, quand ça arrive, les moments où il partage ses envies et ses compétences avec. Donc vraiment, toujours de prendre du plaisir à travailler avec lui. Et essayer de faire en sorte que lui aussi prenne du plaisir à travailler avec vous.
Donc ça, c'était les grands points que je voulais aborder sur la motivation intrinsèque. Et dans les prochaines semaines, on ira parler d'un autre grand facteur qui influence la motivation sous toutes ses formes, et c'est les émotions. C'est super passionnant, c'est super riche, et il y a plein de choses à dire, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt! Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés. Pour échanger avec moi et ne pas manquer les prochains épisodes, retrouvez-moi sur mon compte Instagram @leschevauxexplorateurs. Et si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble ou que vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements individuels et mes programmes en ligne, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus. Tous les liens sont en description de l'épisode. À très bientôt!